Alors, il y a aussi l'Europe qui s'y met, et plusieurs centres en Europe se sont rassemblés pour évaluer justement cette chirurgie robot assistée pour la greffe de rein, donc notamment une équipe française à Toulouse, qui montre que cette technique, elle permet effectivement d'avoir une très bonne survie patient et greffon à 2 ans, et que chez les patients obèses, donc qui représentaient 19% des patients qui avaient eu donc, cette chirurgie, il n'y avait pas de différence en termes de complications avec les patients non obèses dans 8 centres qui ont été extraits de cette cohorte. Alors après, il y a la possibilité aussi de faire les deux, c'est-à-dire qu'en même temps, au moment où on va greffer le patient, on va faire la chirurgie bariatrique plus la transplantation. Alors ça, c'est essentiellement là aussi l'équipe de Chicago qui a publié là-dedans et qui effectivement a montré des résultats qui sont plutôt intéressants. Donc le premier cas a été publié en 2015 chez une femme de 35 ans qui avait un IMC à 42, où effectivement on voit qu'elle diminue, donc sa perte de poids est importante après la greffe, et son BMI va diminuer également, avec une fonction rénale de son greffon qui est tout à fait correcte au bout de 2 ans. Donc depuis, ils en ont fait d'autres, et ils ont notamment publié un essai randomisé prospectif où effectivement il y avait très peu de patients, hein, quand même, c'était une vingtaine de patients, 9 qui ont eu une transplantation rénale sans style gastrectomie et 11 patients qui avaient eu les deux en même temps. Donc ce qui montre, c'est qu'effectivement il y a eu deux pertes de greffons, et c'était uniquement dans le groupe des patients qui n'avaient pas eu la style gastrectomie. La durée chirurgicale, bien sûr, elle était plus longue lorsqu'ils associaient et transplantation rénale et style gastrectomie. C'est la seule différence qu'ils ont retrouvée entre les deux cohortes. Donc la perte de greffon n'était pas significative, heureusement. Donc là, c'est les variations de poids, et là, c'est la fonction rénale à 6 mois et à 12 mois, par le DFG et la créatinine, qui est parfaitement la même dans les deux techniques. Donc voilà l'algorithme qu'il propose. C'est effectivement obésité de classe 2 et 3, et bien, si c'est un donneur vivant, plutôt privilégier style gastrectomie et transplantation robot-assistée comme technique, comme la meilleure technique. Sinon, si c'est un donneur décédé, ils vont être mis sur liste d'attente avec un programme de perte de poids. Et si ça réussit, ben, tant mieux, ce sera une chirurgie ouverte. Si ça ne réussit pas, là, ils prévoient également de faire des doubles chirurgies au moment de la transplantation. Ils excluent quand même les patients âgés, donc c'est considéré âgés de plus de 65 ans, avec un mauvais état fonctionnel, les calcifications de l'artère iliaque, les comorbidités cardiovasculaires graves, les hypotensions chroniques et symptomatiques, et l'hypertension pulmonaire. Donc on termine là. Donc la transplantation obèse, ça reste quand même un défi dans le contexte d'augmentation de la prévalence de l'obésité chez nos patients. Ça améliore globalement la survie chez les patients par rapport à la dialyse, ça je pense qu'on est plutôt convaincu, sauf peut-être dans les obésités extrêmes. Il y a plus de complications et d'augmentation des risques de perte de greffons et de décès liés aux comorbidités associées à la masse musculaire. C'est plutôt ça peut-être qu'il faut checker au moment du bilan. L'approche multidisciplinaire, elle est centrale. Malheureusement, on n'a pas tous accès à des équipes, je dirais, multidisciplinaires pour prendre en charge ces patients. L'apport de la chirurgie mini-invasive, c'est probablement l'avenir chez ces patients, puisqu'il y a de bons résultats même chez des patients qui restent très obèses au moment de la transplantation. Et puis, donc, il faut vraiment avoir des outils, des scores, des choses qui permettent de stratifier le risque de ces patients pour nous aider justement à voir au mieux, en tout cas, le bénéfice-risque de la transplantation, et justement que cette transplantation soit un succès pour eux également. Voilà, je vous remercie, désolé si je n'ai pas compris. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions? Patient qui avait un bypass, en fait,
Est-ce que vous observez également chez les patients qui ont des bypass, des hyperoxalidés, des problèmes multiphasiques sur le greffon? Alors oui, ça a été, effectivement, j'en ai pas parlé là, mais c'est un deuxième souci également pour lequel il faut, enfin, si on a privilégié une chirurgie, c'est pas celle-là chez les patients qui doivent être transplantés, parce qu'effectivement, il y a une augmentation du risque d'hyperoxalémie chez ces patients, et ça a été démontré effectivement également par rapport aux patients qui avaient reçu, qui avaient eu une gastrectomie. Une deuxième question plus générale. Donc, finalement, à Besançon, quelle politique, quand le docteur Nicolas vous envoie un patient obèse, qu'est-ce que vous en faites? Quelle est votre politique générale? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, je ne vais pas dire que c'est simple. Alors, en préparant ce topo, du coup, ça m'a permis de reprendre aussi les chiffres, et j'étais quand même relativement rassuré sur le pourcentage de patients obèses qui étaient vraiment contre-indiqués pour obésité. Donc, ça veut dire qu'on en greffe quand même. Alors après, effectivement, je pense que pour les obésités vraiment très importantes, c'est-à-dire au-delà de 35, avec des comorbidités, ben c'est là effectivement où ça pose souci et où il y a aussi beaucoup de freins du côté chirurgical pour greffer ces patients, donc ils sont souvent mis en contre-indication avec comme objectif une perte de poids. Après, vous dire qu'on a un programme spécifique qui va accompagner ces patients pour perdre du poids, ben c'est faux parce qu'on n'a pas les moyens localement pour le faire, et je pense que c'est là que le bas blesse. Est-ce que la chirurgie robot va permettre justement de lever ces contre-indications pour ces morphologies un petit peu complexes? Voilà. Et puis après, les chirurgiens vont aussi tenir compte de la répartition de la masse grasse, hein, parce qu'effectivement, pour un IMC égal, on va avoir une obésité qui est beaucoup plus abdominale, plus, je dirais, au niveau des hanches. Donc ça peut changer aussi la vision du chirurgien par rapport au risque du patient. Et nos chirurgiens se servent quand même aussi, même s'ils n'ont pas démontré en multivarié que les outils en scanner étaient associés à plus de complications, plus de pertes de greffe. Ils s'en servent quand même pour évaluer le risque opératoire, notamment lorsqu'il y a une distance entre la peau et les vaisseaux qui est très importante. Ça nécessite des greffons avec des longueurs de vaisseaux qui sont très importantes aussi. Et donc dans ces cas-là, ils peuvent dire non si vraiment cette distance est très importante. Et après c'est des discussions politiques. Merci beaucoup, Jamal. Merci. On va passer au topo suivant parce que l'heure tourne. Et j'invite professeur Rebibou à nous faire une présentation sur la xénogreffe. Est-elle réellement un espoir, un sujet particulièrement d'actualité? C'est ce que tu as mis. Je te le pardonnerai jamais. Alors je pense qu'il y a un excellent moyen d'augmenter l'accès des patients obèses à la transplantation, c'est d'augmenter l'accès à l'urologie des médecins obèses. Donc on aura plus de compréhension. Parce que je cherche, je ne connais pas d'urologie. Si vous en avez un que je ne connais pas. Bien, merci à Santénis pour l'invitation. Je vais vous parler d'un sujet totalement décalé, mais d'actualité, et malheureusement tout à fait d'actualité, puisque je vous aurais probablement pas dit la même chose si j'avais fait ce topo il y a une semaine, parce que ce monsieur, dont on peut trouver le nom dans toute la presse et sur Internet assez facilement, est décédé la semaine dernière, brutalement, après 2 mois de transplantation avec un rein de cochon transgénique. Et il était le premier homme à avoir reçu ce type de transplantation avec un rein après 2 transplantations qui avaient été faites cardiaques. Démarche qui, moi, m'avait personnellement un peu surpris. Voilà. Cette diapo, c'est un rein de vélo-transplantation. Ça pourrait être un rein de greffe ABO incompatible sans préparation ou de greffe à cross-match positif.
Voilà, c'est un rein qui a subi un rejet hyper aigu et donc qui, globalement, n'est pas sorti du bloc opératoire, c'est-à-dire que le rein est détruit avant que le chirurgien ait fini l'intervention chirurgicale. Et c'est ce qui se passe normalement si on essaye de mettre un rein d'un animal à un humain ou à un primate. Et ça, c'est un mécanisme qui est lié essentiellement à ça. Ces petites choses, ce sont des sucres qui ressemblent un peu aux sucres qu'on a sur nos groupes sanguins. À peu près la même chose. Ils sont fabriqués par des enzymes qui sont là. Et en fait, l'évolution a fait que la branche dans laquelle il y a l'être humain a perdu ces enzymes il y a à peu près 20 millions d'années, mais qu'elles sont toujours présentes chez le cochon, et donc les cochons, ont à la surface de toutes leurs cellules, et donc là c'est un endothélium, hein, donc c'est un vaisseau, ont à la surface de leur vaisseau ces antigènes glucidiques. Et ces antigènes glucidiques, ils sont présents sur un océan de microbes qu'on a dans notre tube digestif et auquel on est confronté très précocement dans notre vie. Donc on a tous, comme on a des anticorps contre les groupes sanguins étrangers, des anticorps contre ces trois sucres. Et donc quand on greffe un rein de cochon à un humain sans préparation, ces anticorps activent cette cascade de protéines qu'on a pour nous défendre, qui fait partie de l'immunité innée, qui s'appelle le complément. Il active aussi d'autres cellules. Et en quelques minutes, les vaisseaux sont lésés et thrombosés, donc l'organe est perdu. Et donc, c'est ce qu'on appelle un rejet hyperaigu. Et c'est considéré comme l'obstacle à la xénotransplantation. On a essayé, il y a quelques années, différentes techniques pour enlever ces anticorps, etc. On a arrivé à prolonger les survies de greffons de quelques heures. Et puis, il y a eu des premières techniques de manipulation génétique. Et puis surtout, il y a eu une nouvelle technique qui est apparue il y a quelques années, qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui est ce qu'on entend parler tous les jours, quasiment maintenant, à la télévision, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ciseau moléculaire. C'est-à-dire qu'on a mis au point effectivement une technique qui permet de couper un bout d'ADN, de l'enlever, ou de couper un bout d'ADN et de le remplacer par un autre morceau, ou d'introduire dans un ADN un morceau. Donc on peut faire de véritables manipulations génétiques et changer le devenir génétique des animaux et que ceci soit pérenne. Et donc un certain nombre de manipulations génétiques ont déjà été faites chez le cochon. Celles qui sont possibles, c'est d'inactiver ces trois enzymes, ce qui fait que les trois sucres n'existent plus, et puis aussi de faire apparaître à la surface des cellules des antigènes humains qui sont capables de bloquer l'action du complément, parce que en fait le complément c'est en équilibre avec l'endothélium. Il y a des molécules qui l'activent, et sur l'endothélium il y a des molécules qui sont là pour dire au système du complément, écoute, je suis là. Donc ça veut dire que l'endothélium va bien et t'es gentil, tu restes calme, tu viens pas me boucher parce que c'est pas le moment. Mais en fait, ces molécules de cochon, elles ne marchent pas sur le complément humain. Donc on a remis les molécules humaines sur l'endothélium du cochon. Voilà, donc ça se passe, c'est un clonage, hein, donc jusqu'ici, ça ressemble... Ça peut ressembler à ce qu'on fait pour d'autres choses, et puis tout d'un coup, on prend des ovocytes de cochons qui viennent d'une quelconque porcherie, et on introduit un noyau modifié, et on arrive à fabriquer un cochon génétiquement modifié qui va porter les caractéristiques qui nous intéressent. Bien sûr, ce qui apparaît là, c'est la même chose, sauf que ce qu'on voit ici, c'est toute la séquence de vérification pour être sûr que les protéines qu'on a enlevées, on les a bien enlevées, qu'on n'a pas loupé une double expression par un autre gène, et que celles qu'on a introduites sont introduites correctement, c'est-à-dire qu'elles s'expriment, parce qu'on peut toujours
se tromper dans la façon dont on a fait la construction et qu'elle ne s'exprime pas bien ou qu'elle soit réprimée dans certains endroits et ce qui peut créer des difficultés. Donc là, je vous ai mis 2 diapositives de liste qu'on ne va pas détailler. Je vous laisse juste regarder le nombre de lignes parce que c'est ce qui est intéressant. C'est le nombre de modifications génétiques qu'on est actuellement capable de faire sur des cochons avec les types de cochons qui ont été produits, élevés et qui portent des modifications génétiques plus ou moins variées. En fait, ces modifications génétiques, elles sont de plusieurs types. Ce qu'on a vu, les plus importantes, c'est d'inactiver les gènes du rejet hyperaigu, et d'autres d'introduire des gènes humains qui permettent de contrôler le complément, éventuellement de jouer sur la coagulation, on le verra plus tard, et puis éventuellement aussi de bloquer l'hormone de croissance, parce que le cochon répond parfaitement bien à l'hormone de croissance humaine. Et donc, un des soucis, c'est que si vous mettez un cœur, surtout de cochon à l'humain, il va développer une hypertrophie cardiaque assez importante, qui va être un obstacle à utiliser l'organe. Donc, il y a 2 solutions. Soit ce qu'ont fait certaines sociétés, c'est-à-dire prendre des cochons nains, en général des porcs de Nouvelle-Zélande ou ce qu'on appelle des Yucatans, soit de faire des cochons où l'hormone de croissance a été bloquée, donc qui restent d'une taille raisonnable, compatible avec l'homme. Et puis, la dernière ligne, elle est relativement intéressante, c'est que certaines équipes ont inactivé des sites viraux, ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, la question qu'on peut se poser, en toute logique, c'est pourquoi on utilise des cochons. On aurait pu se dire qu'il y avait beaucoup plus de logique à utiliser du chimpanzé, qui ressemble plus à un humain que le cochon. Et en fait, il y a 2 obstacles, c'est qu'il ne faut pas que l'animal ressemble trop à l'humain, parce que plus il est proche de l'humain, plus les risques de transmission virale effective et dangereuse sont élevés. Et d'autre part, un chimpanzé, c'est un peu comme un humain, ça fait une grossesse avec un petit chimpanzé ou 2 tous les 3 ans, alors qu'un cochon, ça fait une grossesse de 4 mois avec 8 cochons. Et finalement, physiologiquement, c'est assez proche de l'humain et d'une taille tout à fait compatible, donc un animal dont il était beaucoup plus imaginable qu'on puisse l'utiliser, même si symboliquement, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, ça s'élève pas n'importe comment, ce genre de petite bête, c'est juste assez extraordinaire, donc il faut avoir des fermes spécialisées. Il faut imaginer que dans les fermes spécialisées, les cochons sont séparés les uns des autres, qu'ils reçoivent une nourriture irradiée, qu'ils ont une filtration de l'air, que les gens qui les approchent ont quasiment des tenues de cosmonautes, et qu'on leur fait des prélèvements extrêmement régulièrement pour être sûr qu'ils n'ont pas tel ou tel virus, en sachant que c'est jamais parfait, donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd, et comme ce qui est extrêmement lourd, c'est extrêmement cher. Et puis, voilà, il y a quelques années, on parlait beaucoup de xénotransplantation, puis il y a, au début des années 2000, à peu près, beaucoup d'endroits ont arrêté de travailler sur la xénotransplantation parce que le risque viral était apparu trop élevé. Au fur et à mesure qu'on avait développé les techniques de biologie moléculaire qui permettaient d'analyser l'ADN des animaux, on s'est rendu compte que dans l'ADN de beaucoup d'animaux, il y avait ce qu'on appelle des rétrovirus, des virus qui ont remis leur ADN à l'intérieur de l'ADN de l'animal. Dans certains endroits, ces rétrovirus ne sont plus actifs, l'ADN a été tellement modifié qu'il ne peut plus générer une réplication virale, mais il y a des endroits où cet ADN n'est pas suffisamment modifié, donc il y avait un risque considérable, considéré à l'époque comme élevé de transmission virale. Et puis, surtout, il faut concevoir que ce risque de transmission virale concerne le receveur, mais je veux dire, on peut tout à fait à l'extrême imaginer
que le receveur il développe un virus, et puis que ce virus qu'on n'aurait jamais vu arriver chez l'homme si on avait jamais eu l'idée de transplanter un rein de cochon, il soit pathogène pour le receveur, mais il soit transmissible. Transmissible à ses proches et transmissible